We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Willow Boy here. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode. Alors, dans le dernier épisode, je devais parler de ce dont je vais parler dans cet épisode-ci. Bon, j'ai déjà fait mon mea culpa, j'ai déjà fait mes explications sur le pourquoi je vais mettre le pod en version audio, partiellement que en version audio, 80% de version audio, parce que franchement, je m'éclate mieux et je vous partage plus de choses. Alors, j'espère que vous allez tous bien là où vous êtes. Merci d'écouter le podcast en tout temps. La dernière fois avec l'équipe de Toftal, j'ai eu à faire le club Toftal a été créé et avec eux, je me suis rendu compte d'une chose, c'est depuis combien de temps je tenais le podcast, depuis combien de temps vous et moi nous étions là dans le podcast. Alors, je ne sais pas qui est là depuis la première saison. Je sais que Awa Claudine est venue durant la deuxième saison, mais je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont là depuis la première saison. Just tell me guys, I want to know who've been here since the beginning. Just send me a DM on Instagram. Bon, ceux qui ont l'habitude de m'envoyer des DM sur Instagram. Just send me a DM sur Instagram, écrit j'étais là depuis la première saison. Et ça va me faire beaucoup plaisir. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé le dernier épisode. J'espère que vous allez aimer les prochains épisodes. Je me rappelle, j'avais fait un épisode que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'est quand je vous faisais participer au pod. I should do another episode like that. I'm gonna choose 5 persons. Et avec ces 5 personnes-là vont me donner leur impression par rapport à un thème et on va le mettre dans le podcast pour tout le monde. Buckle up people, because you and I, in this pod, we are going to kill it! So, les gens, je me suis rendu compte d'une chose. La dernière fois, quand je suis allé au cinéma, je disais à une personne juste après le cinéma, les animés sont aujourd'hui ce que Marvel était pour nous il y a quelques années. Je m'explique. La ferveur qu'on avait pour les sorties de Avengers, les sorties de Captain America, de Thor, de Iron Man, et qu'on allait au cinéma pour tous les regarder. Aujourd'hui, nous allons au cinéma pour regarder Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Chainsaw Man, whatever. Je me rends juste compte que ça fait... Timidement, ils ont pris la place. Et depuis 3-4 ans, je regarde également One Piece pour les fans de One Piece. Shout out people. Depuis 3-4 ans, je me rends compte qu'ils prennent la place de plus en plus. Et quand j'ai regardé Demon Slayer la dernière fois au cinéma et que le cinéma m'a fait le même effet que... Pas très loin, hein, le même effet que Avengers Endgame, je me suis dit waouh. Parce que franchement, entre-temps, j'ai fait beaucoup de films. Pour être honnête, je suis allé au cinéma pour regarder énormément de films, mais pas forcément avec des puristes. Parce que j'ai regardé, je sais pas, Le Roi Lion, Jurassic World, beaucoup d'autres films. Entre cette année et l'année dernière, peut-être Avatar, c'était pas mal, mais c'est pas un film avec beaucoup de ferveur, tu vois. Mais des films comme Demon Slayer, où il y a énormément de ferveur, je me rends compte que voilà, les animés sont en train de prendre vraiment la place qu'avaient dans notre cœur les films Marvel à l'époque. Aujourd'hui, this is so crazy. Aujourd'hui, je me dis, j'ai regardé le dernier Demon Slayer, et ce dernier Demon Slayer m'a rappelé beaucoup de choses. Vous savez, j'ai fait un épisode sur les méchants charismatiques. J'ai fait un deuxième épisode sur les méchants charismatiques. Mais regarder Demon Slayer, cette fois au cinéma, m'a fait penser à une chose, m'a fait repenser à une chose qu'on a... Je dirais pas... J'ai envie de dire qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est un méchant, ou on a une définition erronée de ce qu'est un méchant, où souvent les méchants ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont. Je vais m'expliquer à nouveau. Quand on était petit, j'ai dû le dire dans un épisode, quand on était petit, on pensait tous qu'il existait le blanc ou le noir, le bon ou le mauvais. Comme disait notre parrain préféré Sirius Black, le monde n'est pas juste séparé entre les mange-morts et les gens bien, les mange-morts et les aurores, les mange-morts et les gens bien, c'est pas ça. Il y a une part d'ombre et de lumière en chaque personne. Ce qui compte, c'est la part que tu laisses s'exprimer. Vous savez, et c'est très important quand on en arrive à ça et que tu te rends compte en grandissant. Parce que voilà, à 10-15 ans, tu crois qu'il y a des gens bien et les gens bons. À
Quand tu arrives à ta vingtaine, tu arrives à 25-30 ans, là, tu te rends juste compte que non, c'est pas juste des gens bien et des gens mauvais. Bah, il y a des gens, des fois, qui sont entre les deux. Où il y a des gens qui se retrouvent du bon côté, ils se retrouvent du mauvais côté, entre guillemets. Et des fois, tu te rends juste compte qu'il y a des gens, ils sont là, ils savent pas qu'ils font du mal autour d'eux, ils savent pas qu'ils ont fait du mal. Et il y a des gens que la vie a obligé à devenir d'une certaine manière. Il y a des gens qui font du mal parce qu'ils ont mal. Il y a des gens qui sont aveuglés par la douleur et de ce fait, ils propagent cette douleur-là. C'est comme quelqu'un qui te contamine du Covid. Il sait pas que c'est un porteur sain. Et donc, du coup, il te le balance. Et ben, toi, tu le prends, bah, t'es cloué au lit. Ah bah, il y a des gens, c'est comme ça. Ils ont, je veux dire, ils ont cette chose. Vous savez, cette je vais appeler ça ce brouilleur de fréquence énergétique. Voilà. Ils ont ce brouilleur de fréquence énergétique. Ils ont cette partie sombre qu'ils nourrissent. Parce que croyez-moi, c'est plus facile de nourrir la partie sombre que de nourrir ta partie un peu plus bright. Et donc, du coup, c'est plus facile de se laisser emporter par la rage et la colère que de devoir la maîtriser et d'être une meilleure version de soi. C'est plus dur. Parce que yàq moo gën a yomb defar. Et donc, du coup, pour revenir à ce que je disais, en fait, sur les bons et les mauvais, on pense trop qu'il y a des bons et des mauvais. En grandissant, on se rend compte d'autres choses. Oui, mais oui, pour les gens qui ont regardé Demon Slayer, ils vont dire que, ah oui, ça est, Akaza et voilà, inspiré William. Akaza a inspiré William. Parce que oui, Akaza a inspiré William. J'ai regardé l'épisode, je me suis rendu compte du personnage d'Akaza, je me suis rendu compte que la vie n'a à aucun moment été tendre avec Akaza. Tout ce que la vie lui a donné, la vie le lui a repris. Et à un moment donné, quand il voulait se battre pour ces gens qu'il aimait, bah, il y avait des êtres humains en face de lui qui, en fait, qui lui faisaient mal. Mais pas parce qu'eux, ils sont mauvais, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Akaza, il était un voleur quand il était plus jeune. Et donc, du coup, bah, c'est normal que les gens décident de le battre. Alors, pour les gens qui n'ont pas regardé Demon Slayer, Akaza, c'est un bandit. Je vais le dire comme ça. C'est un bandit qui est dans l'histoire, qui est dans l'animé. Et on nous a montré le background de ce bandit, la vie qu'il avait avant de devenir une lune démoniaque, entre guillemets, un démon dans l'animé. Comment il était avant de devenir un démon et qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un démon. Vous savez qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un démon avant même de devenir officiellement un démon? C'est le désespoir. En fait, enlever à un homme l'espoir, il ne lui restera plus rien. L'espoir, c'est la chose qui te reste quand on t'a tout pris. La preuve, dans la boîte de Pandore, quand tout est parti, la seule chose qui restait, c'était l'espoir. Et dans la mythologie grecque, on dit, si l'espoir s'était échappé de la boîte de Pandore, il ne resterait plus rien pour la race humaine. Vous vous rendez compte? L'espoir, c'est très important. T'as beau être l'homme le plus riche du monde, t'as beau être l'homme le plus, tout ce que tu veux au monde, la dernière chose qui te reste, c'est l'espoir. La preuve, quand tu as quelqu'un qui tombe malade, t'as beau prier, t'as beau faire tout ce que tu veux, la dernière chose, c'est l'espoir. Tu as un espoir en ce qui se relève. Si vous avez une personne qui a déjà été en réanimation, vous savez ce que c'est l'espoir. Vous savez en fait ce goût de l'espoir. Parce que peut-être il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'il existe différents types de couleurs, des odeurs différentes. Mais il existe également différentes émotions senties de manière différente. Si tu n'as pas l'habitude, si tu n'es pas self-aware, tu ne peux pas faire un distinguo entre les émotions. Tu es en colère, j'ai mal au cœur. Tu es triste, j'ai mal au cœur. Tu as en attente d'espoir, tu as un nœud dans l'estomac ou tu es en désespoir. Mais l'espoir a un goût. C'est le goût de cette émotion-là, l'espoir. Et l'espoir, le ressenti qu'il a dans le cœur, il est unique. Quand on enlève ça à une personne, elle a l'impression qu'il ne reste plus rien dans la vie. Et quand il ne te reste plus rien dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, bah, tu t'engages dans des choses où tu t'engages dans les choses que les gens ont l'habitude d'avoir peur de faire. Parce que toi, tu n'as plus peur de rien. De quoi avons-nous peur? Si on revient à la peur, souvent, quand on dit que quelqu'un est peureux ou bien quand quelqu'un a peur dans une situation, tu as peur de perdre quelque chose. Tu as peur de perdre ta liberté. Voilà pourquoi tu ne veux pas tuer quelqu'un. Tu as peur de perdre ton humanité. Voilà pourquoi tu ne veux pas tuer également quelqu'un. Tu as peur de perdre, je ne sais pas, tu as peur de perdre ce qu'on te prend. Voilà pourquoi quand on t'agresse, tu as peur qu'on te vole ta vie ou qu'on te prenne ta vie.
Voilà pourquoi tu as peur d'un agresseur, d'un tueur, d'un je sais pas quoi. Tu as peur de perdre ta mère. Voilà pourquoi l'idée de penser à ce qu'un jour qu'elle peut quitter cette vie te terrifie. Tu as peur de perdre ta fiancée. Voilà pourquoi tu es jaloux. Tu as peur de perdre ta femme. Voilà pourquoi tu es jaloux. Tu as peur de perdre ton mari. Voilà pourquoi tu es jalouse. Ou voilà, tu as peur de perdre tes enfants. Voilà pourquoi dès qu'ils dévient, tu les frappes ou bien tu te comportes d'une certaine manière, c'est la peur. Donc la peur nous fait agir d'une certaine manière. Et donc du coup, une personne qui pense qu'elle n'a plus rien à perdre, bah n'a peur de rien. En fait, la mère de la peur quelque part, un des parents de la peur, c'est l'espoir. Parce que quand tu penses que quelque chose est toujours à toi ou bien est toujours là pour toi, est toujours à tes côtés, même si la chose ne t'appartient pas, elle est toujours à tes côtés, t'as peur. T'as peur de la perdre. T'as peur de le perdre. T'as peur de perdre cette chose. La preuve, ton iPhone, t'as peur de le perdre. Parce que tu tiens à ton iPhone. Mais le jour où ton iPhone il est éteint et qu'il n'y a plus d'espoir, t'as plus peur de le perdre. Parce que tu l'as déjà perdu. Tu le balances sous oubliette. Et tu te débrouilles pour trouver un autre iPhone. Et là, tu as investi ton espoir dans cet iPhone. C'est juste comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, pour en revenir à Akaza, il avait perdu l'espoir, il ne savait plus quoi faire dans sa vie. Et les gens qui ont tué les personnes qu'il aimait, les personnes qui lui donnaient espoir en la vie, espoir au fait de se dépasser, de vivre une meilleure vie, espoir au fait de respirer, il allait les venger, il allait les tuer. Donc, du coup, dans sa tête, il n'avait plus d'espoir. Et dans un accès de colère et de rage, il allait tuer 60 personnes. Et il a rencontré un dieu démon qui lui a dit, tiens, je peux faire de toi un démon et tu vas vivre éternellement et tu vas pouvoir propager ta rage. Il s'est dit, j'ai rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Quand tu as, par exemple, une femme qui est au Sénégal et qu'on te propose d'aller vivre en Antarctique, tu ne peux pas. Tout seul, on te dit, vas-y, on va t'offrir un taf en Antarctique, tu pars, tu reviens tous les 6 mois. Mais tu as une femme ici, tu ne peux pas l'abandonner. Au risque de la perdre, au risque qu'elle te perde. Toi, tu peux la perdre à tout moment, ou elle peut te perdre à tout moment, ou vous pouvez vous perdre, ou perdre votre amour. Donc, du coup, you don't go, you stay. Et c'est la même chose. Mais quand... c'est la même chose pour ce que je disais par rapport à Akaza. Mais quand tu n'as pas de femme, tu n'as pas de fiancé, tu n'as pas de copine, tu n'as probablement pas de famille, on te dit un travail en Antarctique, tu pars, tu reviens tous les 6 mois, mais tu pars. Tu n'hésites pas. Tu fais tes bagages, tu te demandes quand est-ce qu'on part et tu pars. Tu ne regardes pas derrière toi parce qu'il n'y a rien pour toi derrière toi. Et c'est quand tu ouvres la porte sombre, pour revenir aux gens qui ne sont pas bien, quand tu ouvres la porte sombre pour aller de l'autre côté, quand tu te dis qu'il n'y a rien qui t'attend derrière, tu ne réfléchis pas. You go. Alors, je me rends compte que j'aborde 2 trucs en même temps. Autant j'aborde cette partie pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que des fois une personne, elle perd la boule et qu'elle parte. De notre côté, c'est assez délicat parce que moi aussi, je me dis qu'on a toujours le choix. C'est très dur. Mais en fait, c'est très dur. Le moment où on t'a tout pris, où tu as l'impression... Souvent, en fait, c'est l'impression, c'est une impression. Tu as l'impression qu'on t'a tout pris. Parce qu'en fait, Dumbledore disait que... Je ne sais pas mot pour mot ce qu'il a dit, mais Dumbledore disait... oui, il y aura beaucoup de rêves de films et d'animés, whatever, dans cet épisode. Dumbledore disait que des fois, quand il n'y a plus d'espoir autour de toi, c'est à toi de te donner de l'espoir parce que c'est à toi d'allumer les lumières qui sont autour de toi. Des fois, les gens ne vont pas te donner d'espoir, c'est à toi de te donner de l'espoir. Comme disait un peu David Goggins, qui ne s'entraîne pas tous les jours parce qu'il a envie de prouver au monde qu'il est fort, qui ne s'entraîne pas tous les jours physiquement et mentalement pour juste prouver aux gens qu'il est fort ou pour se prouver à lui qu'il est fort. Il veut le faire pour quand les périodes difficiles vont... Aïe, ouais, ma langue aujourd'hui, même si je sais tenir. Il veut le faire pour, lorsque les moments difficiles vont arriver dans sa vie, qu'il puisse se regarder dans la glace et tenir. Je vous explique. La vie, tu montes des étages. Disons que par exemple, tu montes des étages, tu montes 100 étages. Si tu as de l'entraînement physique et mental, on finit tous par tomber à un moment donné, quand on grimpe. Si tu as de l'entraînement physique et mental, tu vas dégringoler, mais tu ne vas pas arriver à l'étage 0 pour remonter. Tu vas arriver peut-être au 70e, 40e étage. Et remonter va être très dur. Parce que tu as déjà fait tout le trajet là et il va falloir remonter. Parce que remonter est plus dur que monter. Parce que la descente a été tellement dure. So you get down. Et mais le truc, c'est que tu descends plus vite que tu montes. Et ça fait mal. Et donc, du coup, quand tu as
Quand tu as l'habitude de faire du sport, quand tu as l'habitude de dépasser la douleur, quand tu as l'habitude de faire des choses que tu ne faisais pas d'habitude, quand tu as l'habitude de mougne cette douleur et move forward, là tu te dis, je peux supporter des choses. Et donc, du coup, quand la vie te tape dessus et que tu dévales la pente et que tu descends, tu te rattrapes et tu remontes. Mais quand tu n'as pas cette habitude-là, tu descends, tu sinks, tu sombres, tu descends. Au lieu de descendre à l'étage 0, tu descends au sous-sol. Et là, crois-moi, remonter est plus dur et encore plus dur. Il te faut énormément de choses. Si tu te retournes et tu trouves rien, tu vois que les ténèbres, tu vas te dire, j'ai plus d'espoir, j'ai plus rien à perdre. Je vais grimper dans les sous-sols. Je vais descendre dans les sous-sols, je vais pas monter 6 étages. Disons que les étages, c'est la persévérance, c'est le vouloir aller mieux, vouloir être une meilleure version de soi, le faire de bien autour de soi, avoir du caractère et savoir se protéger. Et disons que les sous-sols, c'est descendre dans les faubourgs du désespoir, c'est descendre dans des zones sombres de ton âme et de ton être, faire du mal autour de toi, et décider de laisser la colère s'exprimer, la tristesse s'exprimer, être une pire version de toi, c'est ça. Donc, quand tu laisses le désespoir t'envahir et que tu ne décides pas d'allumer cette lumière, tu sais, les lumières, elles peuvent ne pas être hyper brillantes. C'est comme les étoiles. Des fois, il y a des nuages, tu ne vois pas bien les étoiles. Des fois, le ciel est couvert, tu ne vois pas totalement les étoiles. Mais des fois, tu as l'impression que les soleils, oui, parce que les étoiles, c'est des soleils. Mais des fois, tu as l'impression que les étoiles se battent avec les nuages pour que tu puisses les voir. Donc, des fois, à ton tour aussi, il faut que tu te battes avec la vie pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir survivre. Pour pouvoir, quand la vie t'a tellement assommé, t'a tellement sonné, et que tu te retrouves à un point ground zero, tu dis, mais ok, je me suis retrouvé fille, mais je n'habite pas ici. De quoi me fille? Dama fi yegg si man, mais de quoi me fille man? Oui, c'est un truc en Wolof pour dire je me suis retrouvé là, mais je n'habite pas ici. Et donc toi, tu redécides de grimper, de monter et tu y vas. Tu donnes tout ce que tu as. And it's not perfect, as I said in the last episode, but you try your best. It's never perfect. But if you try your best, you make it. You find a way to make it. Et t'avances, and you move forward, and you work harder. And at the end of the day, believe me, if you live long enough, most people get what they deserve. Sometimes life is harder than what we think it is. And sometimes it's easier than what we think it is. Mais si tu continues à marcher, la vie, ça va. Je pense qu'il y a une période, j'avais un problème. C'était très dur. Je me suis dit, William, continue à marcher. Ok, il y a des périodes où tu peux courir. Il y a des périodes où tu peux faire tout plein de choses. Mais cette période-là, c'est pas maintenant. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est t'accrocher à l'arbre le plus proche pour te permettre de te stabiliser. D'abord, tu te stabilises. Ensuite, tu continues à marcher. Parce que tu n'es pas dans une position où tu peux courir. Tu marches un pas à la fois. Et croyez-moi, c'est comme ça que j'ai overcome ce problème-là. Je me réveille des jours, je me disais, William, un pas à la fois. Tu as fait un pas hier, c'est très bien. Tu feras un pas demain, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, fais un pas. Surveille à aujourd'hui, demain, on verra quel pas tu vas faire. Quand tu as certains types de problèmes, quand tu as certains types de difficultés, tu te retrouves au fin fond de la fosse, au fin fond des problèmes, au fin fond de tout ce que tu veux. Décide d'accepter. Et ensuite, fais un pas à la fois. Et ça me rappelle la citation que j'avais vue. Et dans cette citation, il disait que le bonheur est dans l'acceptation de la souffrance. Le bonheur est dans l'acceptation de la souffrance. Aussitôt, quand je l'ai entendu à l'époque, ça m'a rappelé le mythe de Sisyphe. La révolte de Sisyphe. Sisyphe, en fait, c'est un être qui est condamné à faire rouler un rocher jusqu'au sommet d'une montagne et que le rocher dégringole et qu'il le fasse remonter. Et quand tu te retrouves dans une situation comme ça, encore une fois, ça va me rappeler une autre chose. En fait, j'ouvre des liens et des liens et des liens. Ça va me rappeler une chose que Feu Pape Diouf, l'ancien président de Marseille, avait dit. On lui a dit, mais Pape, vous avez vécu au Sénégal toute votre vie. Mais est-ce que vous avez rencontré du racisme tout au long de votre carrière? Parce que vous avez été plein de choses. Ensuite, vous avez été vous avez été président de l'Olympique de Marseille. Pape Diouf a répondu une chose qui m'a touché toute ma vie. And still working on me. Il a dit,
Le racisme, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas subi. Et c'est une phase très importante. Vivre une chose, ce n'est pas... C'est la vie. C'est la vie qui te le balance. Mais maintenant, le subir est un choix. Vivre le racisme est une chose, mais le subir est un choix. Do you guys realize? Parce que tu te retrouves dans une situation où tu es... comment on appelle ça? Tu es victime de racisme. Mais le subir, ça devient un choix. Maintenant, Sisyphe s'est retrouvé face à la souffrance, face au fait d'éternellement faire rouler un rocher. Mais sa révolte était décidée d'accepter de faire rouler ce rocher-là. C'est la révolte de Sisyphe. Et on te dit que le bonheur, c'est dans l'acceptation de la souffrance. Certains vont te dire, mais tu baisses les bras. Non, tu ne baisses pas les bras. Vous vous rendez compte que certaines personnes étaient heureuses dans les camps de concentration. Dans les camps de concentration nazis, certaines personnes étaient heureuses, autant pour moi. Parce qu'ils ont développé, c'est là qu'un des auteurs qui a développé d'ailleurs cette acceptation-là, a développé l'acceptation. Certains ont baissé les bras, certains étaient malheureux. Parce qu'en fait, il y a différentes manières de vivre un malheur. Il y en a qui se battent comme des forcenés. Finalement, ils passent, ils arrivent à passer à autre chose. Ou finalement, ils s'épuisent. Il y en a, ils baissent les bras, ils décident de se lamenter sur leur sort et ils font plus rien. Ils sont tristes, ils sont découragés, ils meurent de chagrin, ils maigrissent, ils deviennent aigris, voilà. Il y en a, ils décident d'accepter la douleur, d'accepter la souffrance. En acceptant la souffrance, tu ne la subis plus, elle te fait plus souffrir. C'est une souffrance qui est là, elle existe. Mais elle ne te fait plus souffrir. Parce qu'elle meuble plus toutes tes pensées et toute ton existence. Maintenant, à l'intérieur de cette souffrance-là, tu vis et tu trouves un moyen de t'échapper de cette souffrance. C'est comme être prisonnier d'une bulle. Dès que tu marches, la boule marche avec toi et donc du coup, ce qui fait que tu ne pourras jamais sortir de la bulle. Mais dès que tu t'assois et que tu acceptes ton environnement, l'environnement de la bulle, tu peux prendre impulsion, sauter et percer la bulle et sortir d'en haut. Mais seule l'acceptation va te le permettre. Sinon, tu vas courir dans tous les sens, vouloir sortir et trouver un chemin, une solution. Faut que ça finisse tout de suite. Parce que c'est tout le temps notre premier réflexe. Faut que la douleur s'estompe maintenant. Faut que la douleur s'estompe maintenant. Je veux que ça finisse demain. Je veux que ça finisse demain. Je veux plus avoir à sentir ça. Là, tu ne t'écoutes plus. Il faut apprendre à s'écouter. Quand on ne s'écoute pas, on ne peut pas trouver de bonnes solutions. Sinon, ça ne sert à rien. Tu ne t'écoutes pas, tu n'avances pas. Tu acceptes la souffrance. Ensuite, tu en fais ce que tu veux. En fait, la souffrance et la peur ont des similitudes. Tu sais, la peur, la pression, tu les acceptes. Ensuite, tu les utilises en ta faveur. Parce que sinon, la peur et la pression, ils peuvent te monter dessus. Quand tu as le trac, on te dit que la pression avant un show, c'est très important. Ce qui va te permettre de te dépasser. Ou sinon, si tu le laisses, ça va te monter sur la tête et ça va t'écraser. La peur, c'est pareil. Léonidas disait, pas Léonidas, Yorick Bernison disait, et c'est dans le livre À la croisée des mondes, il disait, seuls les fous n'ont pas peur. Et Léonidas, il disait, en fait, la peur, utilise-la, dompte-la, et ensuite utilise-la à bon escient. Utilise-la, en ta faveur. Sur cette peur de mourir que tu as, faut pas que tu te mettes à imaginer toutes les manières possibles dont tu peux mourir. Non, utilise cette peur de ne pas vouloir mourir pour te battre et t'en sortir. Et utilise cette peur de ne pas vouloir souffrir, de ne pas rester dans la souffrance pour te battre, pour trouver des solutions et t'en sortir de la souffrance. Ce qui nous amène à cette dernière partie à laquelle j'ai également beaucoup pensé parce que, voilà, c'est des sujets de réflexion, c'est des sujets que j'ai eus. Et j'ai vu le quote qui dit « Refuser l'éventualité de l'échec revient à fermer la porte à toute possibilité de réussir. » Quand, il y a 5-6 ans, j'écoutais une interview de J.K. Rowling. Bon, je vais relire ça d'abord. « Refuser l'éventualité de l'échec revient à fermer la porte à toute possibilité de réussir. » J'écoutais
j'ai regardé une interview de J.K. Rowling qui disait que, euh, bon, je vais vous lire cette partie-là, c'était unless you live so cautiously, and in that case, you fail by default. Que, entre guillemets, échouer faisait partie de la vie, les échecs faisaient partie de la vie, que c'était normal d'échouer, que c'était normal d'aller à une quête et de te rendre compte que cette quête-là, n'a pas abouti. Mais malheureusement, pour beaucoup, par peur de ne pas voir leur quête aboutir, ne vont pas à la quête, ne prennent pas de risques, ne prennent pas la décision d'essayer des choses, ne prennent pas la décision de changer de vie. Et c'est là qu'elle dit, unless you live so cautiously. Parce que l'échec arrive à un moment ou à un autre, à moins que tu décides de vivre d'une manière, j'ai oublié comment on dit so cautiously en français, d'une manière très protectrice par rapport à toi-même. Et à ce moment-là, tu as échoué par défaut parce que tu n'as jamais essayé. Je disais un jour, je connaissais deux personnes qui sont très proches. L'une a l'habitude d'enchaîner des relations et des break-up. L'autre a eu une ou deux relations et décide de ne plus s'engager. Quand tu parles aux deux, tu as l'impression que celle qui a décidé de ne plus s'engager est plus forte que l'autre, qui a eu plusieurs relations et plusieurs break-up. Sauf que non. Quand tu parles à l'une, la première va te dire moi, je ne m'engage pas, je ne me mets pas en couple, elle fait tout pour capoter les petits trucs qui vont mener à une relation de couple parce que franchement, elle n'a pas envie de se faire blesser à nouveau. Tu as l'impression qu'elle est plus forte, qu'elle arrive à se protéger et quelque chose comme ça. L'autre va te dire tiens, moi, je m'engage, après, on me brise le cœur, mais voilà, je pleure un peu, je reviens plus forte. J'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que la deuxième est plus forte que la première. La première se cache derrière ses premières blessures qui n'ont toujours pas guéri. La première se dit, si je m'engage dans un autre projet, je vais me faire mal. La deuxième se dit, je me suis fait mal, on m'a déjà fait mal, autant réessayer et voir si cette fois-ci, il se peut que ça marche. Elle y va, ça marche pas, elle prend le temps de guérir et elle revient. Disons que les deux ont un temps de guérison différent. La deuxième a un temps de guérison plus court que la première, parce que la deuxième a l'habitude de prendre des punches. Croyez-moi, une personne qui a l'habitude de prendre des coups et une personne qui n'en a pas l'habitude, ça fait deux. Quand tu as l'habitude de prendre des coups, ton corps s'adapte. Et le corps, il s'adapte à tout. Le corps et le cœur, ils sont pareils, ils s'adaptent. Ça commence par C, tous les deux. Tu as l'habitude de prendre des coups, ton corps sait comment s'adapter à des coups et à l'après-coup et move forward. Tu n'as pas l'habitude de prendre des coups, tu en prends un, tu te casses la tête par terre et tu ne te relèves pas. Tu mets 150 ans à te relever ou pas du tout. Et là encore, tu vas perdre encore du temps et te dire on m'a fait mal parce que j'avais raison d'attendre tout ce temps-là pour ne pas m'ouvrir. J'ai décidé de m'ouvrir à quelqu'un ou à quelque chose et là, j'ai encore à nouveau mal. Ça marche pas comme ça. Il faut accepter d'échouer, de revenir. Comme disait Captain America, I can do this all day. La persévérance. Il faut persévérer. La résilience. Il faut être résilient. Il faut te dire... Il faut te dire, renonce à me voir renoncer. C'est tellement, ça fait tellement de discours de motivation ou whatever. It's not the case. It's just me telling you que des fois, il faut juste décider de dire à la vie, renonce à me voir renoncer. Parce que je suis désolé, je ne vais pas renoncer. J'ai d'autres choses plus importantes devant moi que toi. J'avais un ami qui vivait une situation difficile et je me rappelle ce qu'il a dit, c'était mon objectif, ce que je dois vivre plus tard, ce que je me suis fixé comme objectif est plus grand que ce que je suis en train de vivre comme souffrance actuellement. Donc du coup, non, je ne vais pas baisser les bras. Je vais me concentrer sur le plus important. C'est mon objectif. Et à partir de cet instant, je vais foncer. Je vais prendre le temps d'avoir mal, je vais avoir mal, mais pour le moment, j'ai mal. Je vais vivre ma douleur et après, je vais avancer. Parce que mon objectif, sama objectif moo gën a mag lii li may séntu li may mbëbët moo gën a important lii. Mon objectif est bien plus grand que ce que je suis en train de vivre actuellement et donc du coup j'ai décidé de viser mon objectif. Quand j'entends des mots comme ça me galvanise tout le temps et ça me motive tout le temps parce que on a beau être humain, on a beau être ce qu'on veut, des fois on a des
des périodes dures, on a des périodes sombres, on a des périodes plus compliquées que d'autres. Et durant cette période-là, tu as besoin de cette motivation-là. Tu as besoin de cette partie de toi qui te dit notre but dans la vie est plus important que ce que nous sommes en train de vivre comme difficulté. Donc, tu prends le temps de le vivre et après, tu fonces. Parce que, ne pas atteindre ton bi, ton vu ou ton bi, rubis. Ne pas atteindre ton but dans la vie te fera 2 fois plus mal que le fait de l'avoir. Abandonner ton objectif te fera 2 fois plus mal que le fait de overcome cette situation-là et de passer à autre chose. Et là, tu décides de overcome la situation et tu passes à autre chose. Des gens qui font des sports de combat, et notamment moi, je fais du jiu-jitsu brésilien, ça m'a appris cette chose. Parce que moi, quand je venais, une chose avec le jiu-jitsu brésilien, c'est que ça va t'apprendre, entre guillemets, l'humilité, parce que tu vas te faire... tu vas beaucoup taper. On va te faire abandonner plusieurs fois durant les rounds, durant les matchs, durant les rôles. Mais tu vas apprendre une chose, c'est que ce que mon coach dit d'habitude, quand on vous soumet, tapez. À chaque fois qu'on vous soumet, tapez. Parce que si on se soumet aujourd'hui, regarde comment la personne a pu te soumettre, apprends de la manière qu'elle a appris pour te soumettre, pour ne plus te faire soumettre de cette manière. Quand on te soumet, tape. Relève-toi, entraîne-toi, apprends des nouvelles techniques et ne te fais plus soumettre de cette manière-là. Parce que vraiment, on se fait toujours soumettre, d'une manière ou d'une autre. Apprends, mais ne te fais plus soumettre de la même manière que tu t'es fait soumettre. Mais moi, je me rappelle au début, il y avait un mec qui s'amuse toujours à le dire, il m'a fait manger 6 guillotines. Par jour, je mangeais 6 guillotines. Mais aujourd'hui, essaie de me faire manger 2 guillotines par nuit, tu verras. Tu es plus fort que moi, mais je vais trouver une technique pour ne plus les manger, ces guillotines. Je vais faire autre chose, je vais sortir n'importe quelle manière, je vais me protéger, mais je ne vais plus les prendre parce que j'ai appris à me protéger de cette manière-là. J'ai échoué plusieurs fois. On m'a tapé plusieurs fois, on m'a étranglé plusieurs fois, j'ai mangé des triangles, j'ai tout mangé. Mais avec le temps, tu apprends. Et il ne faut pas avoir honte de perdre devant les gens. Que ce soit en sport de combat, que ce soit dans la vie de tous les jours. Tant que tu vas penser à tu n'iras nulle part. David Goggins avait cette phrase-là, que j'adore. We all have a fucked up life. C'est juste que certains le cachent mieux que d'autres. Des fois, tu as peur du regard des autres, alors que ces autres même ont peur de ton regard à toi. Alors que ces autres même ont une vie plus fuck up que ta vie. Il y avait une période où je ne savais pas nager. Où j'apprenais à nager and everything. Alors, moi, quand je nageais un peu, j'avais peur de ce que les gens pensaient de ma manière de nager parce que je ne savais pas trop nager. Je nageais vite fait, mais ce n'était pas incroyable. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens, plus tard, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas nager. Alors que quand tu ne sais pas nager, tu penses que tu es le seul qui ne sait pas nager et que tout le monde te regarde. Aujourd'hui que je sais nager, je me rends compte que quand tu ne sais pas nager, oui, tu vois une personne, elle ne sait pas nager, mais après tu t'en fous parce que toi, tu es loin dans l'eau là-bas. Tu vis l'eau, tu es tellement bien dans l'eau, tu calcules. Une personne qui ne sait pas nager n'existe pas dans ton périmètre. Alors je me suis rendu compte qu'à l'époque, j'aurais pu prendre mon temps et apprendre à nager. Des fois, tu as peur d'échouer devant les gens, tu as peur de perdre la face devant les gens. Sauf qu'entre guillemets, en perdant la face 1 ou 2 fois devant les gens, tu finis par peut-être dépasser ces gens-là et faire des choses que ces gens-là ne savent pas faire. C'est tout. Des fois, tu arrives dans des situations où tu as des amis qui ont percé avant toi, mais toi, tu te dis, je ne veux plus traîner avec eux parce que ce sont des gens qui sont devenus financièrement plus avancés que moi, ils sont devenus financièrement plus riches que moi, donc du coup, je ne traîne plus avec eux. Parce que tu as peur de perdre la face? Non. Accepte de subir 1 fois, 2, 3 fois. Si tu as mal comme ça, c'est parce que tu as un job. Si tu as mal comme ça, c'est parce que tu es une personne qui en veut. Accepte de subir 2 ou 3 fois. Comme à la 4e fois, tu iras avec eux. C'est toi qui vas payer le resto. Parce que tu en veux. Tu vas trouver des solutions et you will move forward. Tu vas arriver au même niveau que eux financièrement ou tu vas les dépasser financièrement. C'est pas un secret. Faut juste persévérer. Faut juste essayer. Essayer encore. Et surtout, ne juste pas laisser tomber, quoi. Cette partie, c'est très important. Ne juste pas laisser tomber. Keep it up. Keep it up. Life is not easy. Et pour en revenir à cette partie un peu spirituelle, un peu religieuse,
Oui, d'habitude, je dis si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez sauter cette partie du pod, mais vous pouvez quand même rester. Hein. Dans le Coran, on vous dit, on vous a amené sur terre pour une vie de lutte et de test, pour une vie de lutte. Je voulais la deuxième partie. C'est une vie de challenge et de lutte et de désespoir, je pense, quelque chose comme ça. Je ne veux pas me tromper. Mais c'est juste ça. C'est un monde où on nous a déposés, où il faut qu'on se batte. Pour tout ce que tu dois avoir, tu dois te battre pour ce que tu as, tu dois te battre pour ce que tu veux avoir, tu dois te battre pour ce que tu as perdu. Tu dois te battre tous les jours parce que ce que tu as aujourd'hui, tu vas le perdre demain. Ce qui te rend heureux aujourd'hui va te rendre malheureux demain, mais continue à te battre parce que tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et ça, c'est le plus important. So people, ce fut un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Ça me touche du plus profond de mon cœur hein, de pouvoir me poser, d'enregistrer plusieurs épisodes comme ça pour vous, pour nous. Voilà, pour pouvoir tenir la cadence. Espérons que je puisse tenir. Espérons que je puisse faire bien les choses. Voilà. Merci d'être là, de me permettre de keep it up, de m'envoyer des messages pour me parler du pod. Ça fait très plaisir d'enregistrer ce podcast avec vous. Écoutez le podcast en tout temps, partagez le podcast avec toutes les personnes qui sont autour de vous. Donate for le Buy Me a Coffee. Merci du fond du cœur pour les gens qui donnent déjà. Pour les gens qui ont donné plusieurs fois, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Ça me touche du plus profond de mon cœur. Merci pour tout. Oui, on a du meilleur matériel aujourd'hui. En partie, c'est grâce à vous. Merci du plus profond de mon cœur. Merci à Toftal Studio. Oui, j'enregistre pas de chez Toftal, j'enregistre autre part. J'enregistre de chez moi, mais toujours merci à Toftal Studio pour avoir démocratisé. Ouais, j'étais bien parti. Hein. On va le refaire. Pour avoir démocratisé le podcast au Sénégal. Et pour ça, je vous remercie du plus profond du cœur. Ils ne sont pas les premiers à avoir fait du podcast. Il y en a eu d'autres bien avant eux. Mais ils ont démocratisé le podcast au Sénégal et pour moi, c'est pas rien. Ils ont permis à des gens de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir avoir l'espoir de faire les choses et de pouvoir changer les choses. Et this is super important. So buckle up, people, because you and I in this pod, life, struggle, and tips, we are going to kill it. Bye.